Bonjour Karine, comment tu vas? Bonjour, je vais bien, merci. Merci d'avoir accepté d'être avec nous pour nous expliquer ton métier. C'est vraiment très gentil parce que je sais que tu es très occupée. Mais pour être entièrement transparente, quand je cherchais les profils, j'ai commencé par LinkedIn et il y a des profils qui m'ont marqué juste par l'intitulé. Je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'on fait en tant que chercheur? Qu'est-ce qu'on cherche? À quoi ça sert? Et bon, j'ai envoyé mon invitation comme ça en croisant les doigts pour que tu acceptes de nous expliquer. Mais bon, avant, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, pour nos auditrices, s'il te plaît? Comme tu l'as dit, moi, c'est Koné Doufungoyan Karine Estelle à l'état civil. Bon, on m'appelle Karine, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Je suis bien chercheuse en écotoxicologie et écologie des milieux. Ça devient intéressant. C'est quoi l'écotoxicologie? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on y fait? En fait, c'est très simple, l'écotoxicologie, c'est comme on entend éco, toxicologie. Éco, c'est-à-dire écologie, tout ce qui est environnement, et toxicologie, c'est tout ce qui est toxique, en fait, pour l'environnement. Donc, par écotoxicologie, c'est plutôt de voir l'impact, des produits toxiques sur l'environnement. C'est ça qu'on fait. Tout ce qui concerne la pollution, est-ce qu'un produit est toxique pour l'organisme? Oui, oui, en fait, oui, c'est ça. Pour bien fixer le cadre, en fait, l'écotoxicologie, c'est assez large. Mais pour faire plus simple, c'est lorsqu'on veut mettre un produit sur le marché, il y a tout un processus qui est fait. Parce que après, on va évaluer quel est l'impact sur la santé humaine et aussi sur la santé environnementale avant que ce soit accepté pour la mise sur le marché. Donc, ces produits de synthèse, on se rend compte qu'il y a certains qui peuvent être cancérigènes, il y a certains qui peuvent avoir des impacts sur la biodiversité, donc tout ce qui est animaux, plantes. Et moi, c'est surtout ce côté-là qui m'intéresse. Moi, je travaille plus sur les impacts sur l'environnement, donc tout ce qui est biodiversité, plantes, c'est, je regarde l'impact de ces produits chimiques-là. Et quand on dit produits chimiques, bon, certes, il y a des produits de synthèse, mais ça peut être aussi des produits qu'on retrouve dans l'environnement, mais leur usage abusif fait qu'on est obligé de regarder l'impact pour pouvoir réduire l'usage de ces produits-là. Donc, c'est ce que je fais comme métier. L'écotoxicologie, c'est très large. Il y a certains qui vont s'intéresser plus à la réglementation. Et là, c'est beaucoup plus ceux qu'on appelle les évaluateurs des produits toxiques. Eux, leur travail, c'est de regarder lorsqu'on veut mettre un produit sur le marché. Donc, ils vont faire des tests qui sont standardisés, c'est-à-dire que ce sont des tests qui ont été choisis, qui respectent des normes bien précises pour la reproductivité. Et ces tests-là, ils vont faire au laboratoire où ils ont choisi certains types d'animaux sur lesquels ils vont faire ou des cellules, en fait. À l'issue de ces résultats-là, ils vont utiliser des références qu'on appelle CE50, c'est-à-dire ce sont les concentrations létales à 50%. C'est-à-dire ce sont les concentrations qui vont tuer 50% des organismes qui ont été exposés. Et il y a plein de références comme ça, ce n'est pas que ça. Mm. Je donne juste un exemple. Ah, ok. Et après, à partir de ces références-là, il y a des calculs qui vont être faits pour voir prédire l'impact sur l'environnement. Et à l'issue de ça, on va utiliser ces calculs-là pour pouvoir fixer des seuils qu'on appelle normes de qualité environnementale. Et c'est sur la norme de qualité environnementale, on se base pour dire, ben, est-ce que ce produit il est toxique à l'issue de son EC50 et s'il n'est pas très toxique, qui peut être mis sur le marché, quels sont les seuils et les concentrations à ne pas dépasser dans l'environnement. Donc, pour l'usage, en fait, il faut pas dépasser certaines concentrations lorsque le produit va se retrouver dans l'eau ou sur le sol, que ça n'ait pas trop d'impact, en fait, sur la biodiversité. Ça, c'est ce côté que les évaluateurs. Mais moi, je vais plus loin. Moi, je fais de la recherche. Et moi, je vais m'intéresser à beaucoup plus, pas ce qui est fixe en fait, mais moi, je vais chercher à améliorer ce qui est déjà fait. Est-ce que ces outils qu'on utilise là ne sont pas obsolètes maintenant? Est-ce qu'on doit prendre d'autres trucs en compte pour pouvoir améliorer la fiabilité de ces outils-là? Donc, ce que tu fais, c'est ce qui va permettre aujourd'hui d'avoir des substances qu'on considérait, par exemple, non cancérigènes et aujourd'hui, on les identifie comme cancérigènes parce que ça Exactement. évolue. Oui, parce que ça évolue et parce qu'on prend certains paramètres qui peuvent faire varier la toxicité de ces substances-là. Comment tu te retrouves dans ce secteur? Comment ça se passe? Tu fais quoi? Commençons par le bac. Tu fais quoi comme parcours pour arriver là? C'est pas une ligne droite, hein, parce que ça fait, en fait, je
Ce n'est pas ce que je rêvais forcément de faire quand j'étais plus jeune, parce que quand j'étais plus jeune, je rêvais d'être pharmacienne. Et pour des raisons en fait de santé, je ne pouvais pas m'éloigner de ma famille. Quand je vivais avec mes parents, ils ont décidé, ben, l'université qui est proche de nous propose une formation en biologie. Mais tu peux faire cette formation-là, me disait mon papa, et après, tu pourras te spécialiser en pharmacologie par la suite. Mais j'ai commencé à avancer. La première année, la deuxième année, j'ai commencé à m'intéresser aux sciences environnementales. D'accord. Et moi, je suis d'origine de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on a eu certaines problématiques autour des déchets toxiques. Donc voilà le déclic que j'ai commencé à avoir pour l'environnement et j'ai voulu poursuivre des études dans ce domaine-là. Quand je suis arrivée en troisième année, j'avais envie de me spécialiser en écotoxicologie parce que j'avais déjà entendu parler et ça m'intéressait énormément. Ben, malheureusement, je pouvais pas continuer sur place. Et là, je suis venue en France pour terminer. Et c'est là que ma passion a vraiment pris de l'ampleur pour ce métier-là. Vu que c'était peu fait et beaucoup sollicité d'ailleurs aujourd'hui avec tous les problématiques environnementales. Donc, je me suis intéressée à ce domaine-là et qui me plaît aujourd'hui. Donc, je continue mon bout de chemin. Si je fais le récap, tu as fait un bac scientifique, C, D, J'ai fait un bac D. Tout ce D. qui est sciences, D'accord. sciences de la vie, de la terre. Oui, Sciences c'est ça. naturelles et tout ça. Et après l'université de... Après mon bac, j'ai eu mon bac au Burkina Faso. D'accord. Et après mon bac, je suis rentrée en Côte d'Ivoire où j'ai fait l'université de Korogo. D'accord. Donc, j'étais dans la deuxième promotion. L'université, oui, Peleforo Bon Coulibaly, c'est exactement ça. J'ai fait la première année, la deuxième année et j'ai entamé la troisième année en France à l'université d'Avignon où j'ai fait une licence en biologie, santé, environnement. Parce que mon but, c'était de faire un master en écotoxicologie. Donc après Avignon, je n'avais pas cette spécialité-là sur place. J'ai postulé pour des masters un peu en France et le master qui m'a énormément intéressé, c'est le master de l'université de Lorraine, qui était vraiment spécialisé gestion de l'environnement, écotoxicologie. Et là, c'est ce master-là que j'ai choisi. Et j'ai fait un master, première année, deuxième année à Metz, à l'université de Lorraine. Et j'avais envie de continuer, vu que j'ai fait un stage qui était vraiment axé impact des intrants agricoles sur les écosystèmes aquatiques avec la combinaison du réchauffement climatique. Je me suis dit, bah, c'est vraiment intéressant. Pourquoi ne pas aller plus loin, faire une thèse? Et là, je me retrouve à faire un doctorat qui me ramène au sud où je fais l'université de Toulouse pour ma thèse dans une station vraiment reculée de la ville, qui est une station de recherche en écologie. Et j'y fais 3 ans pour mon doctorat, qui est beaucoup plus spécialisé écologie, mais adaptation des organismes face aux pressions environnementales. Ça veut dire que toute la crise avec le glyphosate et tout ça, c'est des choses qui entrent dans... Oui, oui, exactement, exactement. Oui, c'est ça. C'est ça. Et surtout aujourd'hui même, je suis beaucoup plus axée polluants issus de l'agriculture parce que mon parcours s'inspire énormément de ça. Mon stage, que ce soit mon stage de licence où j'ai travaillé plutôt sur l'impact des pesticides, sur les bioagresseurs. Les bioagresseurs, en fait, ce sont les organismes naturellement qui permettent de réguler en fait les ravageurs dans les champs. Ces organismes-là ne sont pas forcément les organismes cibles de ces pesticides-là, mais malheureusement, ils sont touchés. Et je travaillais plus sur ces organismes après en master pour mon stage, c'était pareil. Je regardais l'impact des intrants agricoles et l'augmentation de la température sur des écosystèmes aquatiques vraiment fragiles qu'on appelle des habitats naturels en fait. Ce sont des milieux endémiques, c'est-à-dire que ce sont des milieux où on retrouve des organismes qu'on ne va pas retrouver à quelque part, en fait. Ce sont des milieux qui sont vraiment spécifiques à certaines espèces. Et quand ces habitats-là sont détruits, ça détruit la biodiversité qui y vit. Et moi, je travaillais sur ces milieux-là pour voir vraiment l'impact sur ces habitats. Et pour ma thèse, ça a été pareil, où le champ a été beaucoup plus large où j'ai travaillé sur plusieurs types de substances représentatives de l'usage des êtres humains, citant essentiellement les antibiotiques. J'ai travaillé sur un métal, le cuivre, qui est beaucoup utilisé en agriculture biologique
Et le dernier, c'était plutôt, le sel qu'on connaît naturellement, mais qui est énormément utilisé, comme sel de déneigement. C'est-à-dire, pendant l'hiver, on met énormément de sel pour ne pas avoir des glissements. Mais, c'est ce sel-là se retrouve dans les écosystèmes aquatiques qui ne sont pas marins, malheureusement, et qui perturbent énormément le fonctionnement de ces écosystèmes-là. Donc voilà un peu. Et là, pour mon poste, je travaille plus, sur, un projet assez concret. Quand je dis assez concret, certes, c'est de la recherche, mais c'est de la recherche vraiment appliquée pour trouver une solution à un problème donné. Là, c'est un projet région et le but de mon projet, déjà, c'est de pouvoir, évaluer la faisabilité et l'efficacité en des systèmes agricoles qui sont mis en place dans la région de Nouvelle-Aquitaine. Et plus tard de pouvoir avoir en fait des informations qui vont permettre de mettre en place l'agroécologie. C'est-à-dire qu'on va avoir une transition de laisser en fait ces mauvaises pratiques agricoles qui impactent la biodiversité et progressivement aller vers des pratiques qui sont plus respectables en fait de l'environnement. OK. C'est ça. Bon. Au fur et à mesure de ton avancée, et là, je vais parler un peu plus, vision, projection. Est-ce que tu as eu des modèles, des personnes auxquelles tu rêvais de ressembler, des hommes ou des femmes? Oui, en fait, le déclic pour la recherche, ça a été, c'est bizarre, mais en fait, ça a été surtout une femme qui m'a inspirée quand j'étais très jeune, quand j'étais encore au lycée. Et c'était au Burkina. Elle était professeure titulaire. Elle a été présidente de l'université de Ouagadougou. C'est D'accord. une dame, une chercheuse burkinabé qui s'appelle Odile Nakoulma, en fait. Elle est professeure en biochimie, substances naturelles. Cette femme, sa simplicité, sa manière de maîtriser en fait son sujet, elle m'inspirait énormément. Je me disais, celle-là, je veux ressembler à cette dame-là plus tard. Parce que c'est une tête vraiment pleine, comme on le dit. Et j'étais toujours impressionnée, par ses interventions et surtout sa simplicité. Et pour moi, c'était vraiment ma référence et ça l'est toujours. Je l'ai jamais vue, réellement, juste à la télévision, mais ça a été toujours mon modèle, hein. Ton métier aujourd'hui, est-ce que c'est un métier qui est plutôt terrain, plutôt laboratoire ou les 2? Ce sont les 2 à la fois. C'est énormément de terrain actuellement parce que pour les campagnes de prélèvement, je fais des campagnes sur le terrain pour les analyses au laboratoire. Donc, il y a des campagnes de prélèvement. Donc, ça sera une période vraiment terrain et après laboratoire pour les analyses. Et ce qui est intéressant, ça ne se limite pas qu'à la recherche, hein. Ce qui est intéressant, c'est une interaction avec les acteurs locaux, comme les agriculteurs, leur expliquer ce qu'on fait, leur expliquer quel sera l'impact après et aussi répondre à leurs questions. Donc, c'est vraiment du management, de la gestion de relations. C'est vraiment tout ça à la fois. Ce n'est pas que recherche. Et c'est ce qui est intéressant. C'est aussi de pouvoir être pédagogue, de pouvoir expliquer exactement ce qu'on fait avec des thèmes beaucoup plus simples pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et c'est aussi collaborer avec ces personnes-là. Quand je fais une intervention sur le terrain, j'ai besoin souvent de la présence des agriculteurs parce que leur autorisation à faire des prélèvements sur les parcelles, ça reste des parcelles privées, donc il faut en amont avoir ces autorisations-là. C'est aussi qu'ils puissent nous guider sur des dispositifs qui nous intéresse, par exemple, sur les parcelles. Comme moi, je travaille sur les écosystèmes aquatiques, j'ai besoin de savoir est-ce qu'une parcelle est équipée d'un drain. Un drain, en fait, c'est un système qui permet d'évacuer les eaux sur la parcelle. Et là, moi, je pose mon dispositif sur le drain. Donc, si on n'a pas de présence sur la parcelle, c'est difficile de savoir où se trouve le drain et comment connecter notre dispositif. C'est tout ça. Donc, c'est vraiment gérer ces relations-là et avoir une belle collaboration avec tous ces acteurs-là. Comment se passe une journée type dans ton travail? Je veux dire en tant que chercheuse. Toutes les journées ne se ressemblent pas du tout. Une journée à une autre, ça peut être, radicalement différent. Un exemple, je peux avoir une journée type où je suis toute la journée sur le terrain à faire des prélèvements. Le lendemain, ça peut être une journée plutôt d'analyse au laboratoire et les analyses encore, ça varie. Ce sont pas toujours les mêmes analyses. Ça dépend de ce que je cherche, en fait. Quelles sont les hypothèses que je me suis fixées. Donc, d'une analyse à une autre, c'est différent. Après, ça sera traitement des résultats, ça sera rédaction d'articles ou rédaction de rapports, de comptes rendus. C'est un peu ça. Ça peut être aussi conférence internationale.
réunions d'équipe. C'est vraiment pas fixe. Je ne peux pas te donner exactement, une journée type et non, c'est pas possible. Donc, on est tout le temps en train de bouger. C'est ça, exactement. Il y a des moments où on bouge beaucoup, il y a d'autres, où pas trop. C'est vraiment variable. Après, c'est ce qui est intéressant, toutes les journées ne se ressemblent pas, donc on n'a pas, cet effet de monotonie. Et si tu devais donner des qualités essentielles qu'il faut pour réussir dans ton domaine, tu dirais que ce sont lesquelles? D'abord, pour faire de la recherche, il faut vraiment être passionné. Si tu n'es pas du tout passionné, tu n'es pas intéressé, c'est pas la peine de s'aventurer. Parce que la recherche, c'est énormément de passion. Il y a beaucoup de sacrifices qu'il faut faire pour arriver à ce stade-là. Et sans passion, c'est vraiment difficile de les accepter. Ça, c'est d'abord ça. Et la seconde chose, en fait, c'est la curiosité. Parce que quand tu es chercheur, tu te fixes des objectifs, tu as des hypothèses que tu dois atteindre. Donc, si tu n'es pas curieux, en fait, c'est difficile de pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Donc, la curiosité et beaucoup de courage. Parce que les études pour atteindre ce niveau en recherche, c'est vraiment long. On a minimum 8 ans à faire à l'université. C'est vraiment pas négligeable. Ça, c'est le minimum pour ceux qui ont vraiment un parcours linéaire, comme on le dit. D'accord. Waouh. Est-ce qu'il y a des clichés ou des idées reçues sur le métier de chercheur? Pour ceux qui ne sont pas là-dedans, beaucoup, critiquent soi-disant, quand tu es chercheur, c'est théorique, on n'apporte pas vraiment grande-chose. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on trouve? Quel est notre impact, en fait? Il y a certains même qui vont dire, que c'est pas un vrai métier, on est beaucoup plus, dans la théorie. Pourtant, c'est tellement faux. Parce que le chercheur, moi, je veux dire, la recherche, c'est la base. Parce que c'est à l'issue de la recherche qu'on arrive à construire des choses, à trouver des solutions pour tous les problèmes de l'humanité, en fait, quel que soit le domaine. Que ce soit dans la médecine, que ce soit pour l'environnement. La médecine, c'est grâce à la recherche qu'on arrive à trouver des médicaments pour soigner certaines maladies, à trouver de nouvelles techniques pour opérer. Il y a tellement de choses. Pour l'environnement, c'est pareil. C'est grâce à la recherche qu'on arrive à réguler et à mettre en place en fait des politiques qui permettent de faire attention aux produits qu'on utilise, savoir quel produit est dangereux ou pas du tout. En fait, la recherche, c'est la base pour moi. Et ceux qui ne sont pas du milieu ne le comprennent pas forcément. Donc, ce sont les clichés qu'on reçoit très souvent par rapport à ce sujet. Si aujourd'hui quelqu'un veut se lancer dans la recherche, par quoi il devrait commencer alors? La recherche, c'est d'abord, c'est qui veut se lancer dans la recherche de son domaine de compétences. Donc, il va faire une licence, un master forcément dans son domaine. Mais déjà, s'il a envie de déjà se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Parce que faire de la recherche, atteindre le doctorat, il y a certains en fait qui se mettent les bâtons dans les roues. La recherche, c'est un couteau à double tranchant, en fait. Pour une personne qui a envie de se dire, bah, moi, j'ai envie de travailler immédiatement quand je finis mes études. Donc, ça veut dire vraiment professionnel, c'est pas la peine de s'aventurer dans la recherche. Je dirais, un master, ça suffit. Mais quand tu as envie de réellement faire la recherche, faire du développement, enfin, on le dit recherche et développement. C'est que tu veux te lancer dans une aventure de doctorat parce qu'on se retrouve souvent avec des personnes qui font un doctorat et après leur thèse, qui ont envie de travailler en entreprise et qui se retrouvent en fait avec les bâtons dans les roues. L'exemple que je vais donner, c'est-à-dire une personne qui finit sa thèse et se dit, bah, j'ai envie de postuler à un poste d'ingénieur dans une entreprise. La plupart du temps, ils sont refoulés. Ils sont refoulés parce que certaines entreprises trouvent qu'ils sont trop qualifiés pour le poste ou d'autres trop théoriques en fait parce qu'ils maîtrisent pas vraiment quelles sont les compétences d'un docteur. Donc, c'est très difficile souvent de pouvoir nous intégrer dans le milieu professionnel à part entière. La plupart du temps, on termine dans le milieu académique. Donc, c'est déjà pouvoir se fixer ses objectifs de base pour savoir exactement qu'est-ce qu'un doctorat pourra m'apporter pour ma carrière professionnelle que je me suis fixée. Mais on peut pas se lancer comme ça pour dire, ah, j'ai envie d'atteindre le plus haut niveau universitaire. Non. Mais c'est se demander exactement qu'est-ce que ça peut m'apporter. C'est ça pour moi la vraie question avant de se lancer dans une thèse. Parce que là, on a un gros problème actuellement. L'intégration des docteurs devient de plus en plus difficile. C'est vrai que c'est un gros sujet, le vrai sujet d'actualité. C'est ça. Après, ça dépend des domaines des domaines et des disciplines. Euh, Moi, je ne maîtrise pas les domaines de la littérature. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font comme recherche, donc je vais pas m'aventurer dans cette discussion-là. Mais parlons du domaine de la science, en fait, où c'est beaucoup plus appliqué.
Là, par contre, on se retrouve aussi avec certains soucis de pouvoir intégrer ces docteurs-là dans le milieu des entreprises. C'est très difficile. Mais pourtant, avoir un docteur en entreprise, c'est très important pour surtout la recherche et le développement, en fait, parce que c'est conception, c'est amener les réflexions beaucoup plus loin, en fait. Et ça, c'est très, très intéressant. Ben, mais finalement, on est réduit à seulement l'académie, c'est tout, la recherche, l'enseignement. Mais je crois que avec le temps, de plus en plus, certaines entreprises commencent à comprendre l'importance d'avoir certains docteurs dans leur développement. Est-ce qu'il y a une étape que tu as vécue dans tout ton processus parce que tu disais que ton parcours n'était pas linéaire? Donc, est-ce qu'il y a une étape qui t'a vraiment marqué et comment tu l'as surmontée dans toute cette avancée? Oui, une étape, je dirais non, pas une étape, mais une somme de plusieurs étapes en fait qui ont façonné mon parcours. Parlons de mon aventure depuis mon lycée jusqu'à maintenant, ça a été beaucoup difficile. Pas parce que je n'étais pas bonne à l'école, au contraire, je faisais partie des meilleures, mais il y a eu toujours des problèmes, que ce soit des problèmes de santé qui m'ont ralenti, que ce soit quitter la famille pour venir faire des études en France, ce n'est pas anodin, c'est très difficile. L'étape aussi de mon doctorat, ça n'a pas été aussi facile que ça, mais ça a été passionnant, ça par contre, oui, parce que c'était très, très important et décisif pour ma carrière. En fait, c'est une somme d'étapes qui sont personnelles comme professionnelles, et la fusion des deux. Ça n'a pas été facile à certains moments donnés. Et aujourd'hui, comment tu gères le stress ou la pression qui peut être liée à ton métier? Là, je le gère mieux, beaucoup mieux d'ailleurs, parce que cette expérience-là vient de mon doctorat. Ce qui est intéressant, lorsque je faisais ma thèse, j'ai travaillé sur un sujet vraiment interdisciplinaire. J'ai eu des responsables de thèse qui ne maîtrisaient pas du tout l'écotoxicologie, qui était assez nouveau pour eux, et ils étaient beaucoup plus experts en écologie, adaptation de la biodiversité face aux enjeux climatiques. Et moi, avec mon parcours écotox et pas du tout de compétences en biologie évolutive, ça a été plus une collaboration qu'un encadrement. Parce que vice-versa, je les encadrais sur ces thématiques d'écotox et eux m'encadraient sur la biologie évolutive. Donc, ça a été de l'apprentissage mutuel, en fait. Et ça, c'était très, très intéressant. Donc, ça a été une belle collaboration où ce qui m'a donné la liberté de développer plein de choses à propos de ce sujet-là. Vu qu'on a travaillé sur un sujet qui alliait écotoxicologie et adaptation des organismes. Donc, pouvoir regarder un peu ce qui est fait au niveau des normes environnementales et regarder les limites qu'il y a dans ces normes. Donc, ça a été très intéressant, ce qui m'a forgé d'ailleurs, parce que j'ai fait face souvent à des difficultés. Vu qu'il n'y avait rien de préétabli, il fallait tout chercher, tout construire de zéro, en fait. Et ça m'a beaucoup formé. Parce que lorsqu'on fait une thèse, c'est déjà du stress. Et encore avoir une autre source de stress où on a un sujet qui est assez nouveau, ce qui m'a énormément formé. Ça a été vraiment passionnant et ça m'a donné beaucoup de liberté à faire plein de projets autour de ces sujets-là. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, j'ai une grande maîtrise de tout ce que je fais, une meilleure organisation et je sais hiérarchiser en fait mes petites priorités. Donc, je, je veux dire, je fais mieux face au coup dur. Donc, moins de stress, plus de solutions, je vais dire. Est-ce qu'il y a un réseau professionnel? Est-ce que tu as un réseau professionnel qui t'a aidé à avancer, notamment à trouver, par exemple, les universités, les filières, faire des certificats, ou c'est toi qui tu Un fais? réseau professionnel, le réseau, en fait, il se construit avec le parcours. Déjà, quand j'ai fait ma licence stage, j'ai eu un encadrant de stage avec qui j'ai gardé de très bons rapports. Ça avait déjà une personne. Pour le master, pareil, en fait, avec mes encadrants. Après, c'était eux qui me guidaient, qui me donnaient des conseils. Je suis rentrée dans certains réseaux aussi, comme Ecotoxicomics, qui est un grand réseau de chercheurs sur les mêmes thématiques de recherche que je fais. Et après, un réseau très intéressant, d'ailleurs, lorsque j'ai eu ce prix d'excellence pendant ma thèse, le prix L'Oréal for Women in Science, ça, c'était vraiment, comment je vais dire, la cerise sur le gâteau.
avec ce prix-là, ça m'a construit un grand réseau de chercheuses, en fait. C'est impressionnant de voir dans une même place autant de femmes qui sont chercheurs. Et ça, ce réseau-là, c'est un réseau mondial, donc qui est un fort appui pour moi. Et je vais dire, ma promotion en guillemets, avec celle que j'ai eu le prix, on garde de bons rapports, avec qui on échange, on se donne des idées qui m'aident aussi. Parce qu'il y a pas beaucoup de femmes chercheuses. C'est ça aussi la réalité. La réalité, un tiers ou moins, donc c'est assez difficile. Ça, c'est au niveau global et en plus, dans ta spécificité ou dans ton domaine, ça doit être encore plus faible. Oui, les chercheurs dans le domaine des sciences appliquées, oui, on est peu qui atteignent en fait ce niveau-là parce que la recherche, c'est un champ très large. On peut avoir une licence, un master et faire de la recherche, être ingénieur d'études, technicien, assistant. Donc, on a dans la recherche, on peut trouver plein de femmes, peut-être moins que les hommes, mais on en trouve quand même. Mais atteindre les plus hauts niveaux comme le doctorat, c'est quelque chose qui devient un peu plus difficile parce que on se rend compte qu'il y a beaucoup de freins pour les femmes pour atteindre ce niveau-là. Et là, on y travaille aussi avec une des collaborations. Moi, j'ai beaucoup milité en fait pour l'intéressement des jeunes filles pour la science. C'est un combat de cœur pour moi. Et je n'hésite pas à être chercheuse référente en fait pour pouvoir inciter les jeunes filles à avoir des carrières scientifiques, même avec la Fondation L'Oréal, que ce Oui. soit Banlieue School, ils ont mis un projet en place qu'on appelle For Girl in Science. Ils encadrent des jeunes lycéennes et on les accompagne dans cette thématique-là, dans leur projet pour devenir chercheuse ou autre Scientifique. spécialité, mais vraiment sciences appliquées. Parce qu'on se rend compte, les filles sont très intelligentes, mais avec des freins qui les empêchent de pouvoir atteindre ces hauts niveaux-là, malheureusement. Et est-ce que tu fais partie de ce type d'initiative, mais un peu plus sur le continent, donc en Afrique? Je sais pas moi, au Burkina, en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays. Malheureusement, je dirais plus malheureusement, non. Parce que je n'ai pas la main là-dessus. C'est un projet, j'aimerais bien. D'accord. Mais pour l'instant, non. Oui. Je le fais surtout à l'échelle locale ici en France. On me sollicite et moi-même pendant ma thèse, pour des engagements assez personnels, je faisais j'avais des campagnes de sensibilisation dans les lycées, que ce soit les lycées, que ce soit même à l'école primaire, en fait, où je parlais de ce que je faisais. Je faisais des ateliers, des animations autour de la transition écologique et je parlais aussi de mon parcours. Ça, je l'ai fait et aussi avec L'Oréal, vu que c'est ça le but, en fait, être sélectionné pour pouvoir inspirer les jeunes. Donc, à part ça, sur le continent africain, non. Je n'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir commencer, mais ça me tient à cœur, je pense bien, parce qu'on se rend compte de plus en plus, la jeunesse, surtout je vais prendre le cas spécifique de la Côte d'Ivoire. On commence à avoir des figures représentatives qui ne sont pas forcément ce qu'on espère en fait, comme les influenceuses sur les réseaux sociaux. On n'a pas envie que nos jeunes filles aient comme référence certaines personnes, forcément sur les réseaux sociaux. Je ne discrimine pas, non, mais j'aimerais qu'elles aient plus des références pour des femmes, pour le travail qu'elles font, pas pour l'allure physique d'une personne, mais plutôt pour le travail qu'une femme fait. Par exemple, quand on va dans la rue, on demande aux jeunes filles quelle est la personne que tu aimerais que tu aimerais voir, que tu aimerais rencontrer. Bah, les réponses vraiment ne sont Les pas réponses, forcément ce qu'on est. voilà, Oui, c'est ça. parfois elles te C'est pas choquent. forcément ce qu'on Voilà, donc tu espère veux en voir fait. plus de diversité dans les Citer, figures représentatives des c'est jeunes ça. Oui, pour c'est ça. susciter en fait de l'émulation, des figures, voilà. Exactement, surtout les vocations, en fait. On a envie que des filles puissent se représenter, et puissent se voir à travers une femme qui a un parcours professionnel vraiment très intéressant. On se dit, bah, moi, j'ai envie de ressembler à telle femme parce qu'elle a fait telle chose, mais pas, j'ai envie de ressembler à telle femme parce qu'elle est belle. Non, mais vraiment,
développer cette culture-là au sein de la jeune population. Et ça, c'est très, très important d'avoir ce genre de référence-là pour pouvoir évoluer. Et c'est vraiment ça mon souhait aussi. Parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir cette référence-là. J'ai toujours eu cette femme à qui j'avais envie de ressembler. Et je ne suis pas encore arrivée à son niveau, mais je pense qu'un jour, oui, c'est possible. Mais je l'ai eu comme référente depuis que je suis très jeune. J'avais à peine 10 ans, 11 ans. Pour moi, c'était vraiment elle. Et j'ai envie que les jeunes filles puissent se retrouver, en fait, à travers une telle personne aussi. Et ça, c'est mon souhait. Pouvoir changer les mentalités. Parlons de mentalité, je vais plutôt oublier ça à l'actualité. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA, intelligence artificielle, machine learning, etc. Il y en a plein. Est-ce que le monde de la recherche, tel que tu le connais, donc dans ta spécificité écotox, comme tu dis, est impacté? Et si oui, ça va être quoi je veux dire, les retombées de cet impact? Comment ça va se manifester ou c'est pas impacté du tout et vous allez Et continuer? beaucoup, tout le monde est impacté par l'intelligence artificielle aujourd'hui. Aucun domaine n'est épargné. Et moi, je prends ça comme un avantage déjà. Parce que quand je dis un avantage, il faut savoir l'utiliser parce que de toutes les manières, lorsque c'est pas bien utilisé, ça crée des problèmes. Donc, c'est un avantage, mais à réguler. Ça, c'est sûr. Mais c'est vraiment un avantage d'avoir l'IA parce que ça nous permet de faire des analyses beaucoup plus poussées, en fait, qu'on ne pouvait pas faire. Mais grâce à l'intelligence artificielle, on arrive à faire attention à certains détails que nous, à l'œil nu, qu'on n'arrivait pas forcément à pouvoir euh, 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 détecter. Et ça, c'est très, très, très intéressant. Donc, pas pour supprimer le métier, mais c'est pour apporter Non, plus non, de parce compétences que dans l'analyse, oui. je ne pense pas qu'actuellement, l'IA au niveau que le niveau de l'IA actuel ne permet pas de pouvoir supprimer, en fait, Exact. la recherche. Ça, c'est impossible parce que de toutes les manières, l'IA est issue de la recherche. Donc, pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans la recherche, ne vous laissez pas avoir par le prétexte de l'IA arrive. On aura toujours besoin de chercheurs. Parce que de toutes les manières, la recherche, lorsqu'on réfléchit, on a de nouvelles idées pour pouvoir répondre à des besoins pour l'environnement. En fait, l'IA ne peut pas avoir cette réflexion. L'IA ne pourra pas analyser en fonction des besoins qui sont présents, en fait. Parce que c'est déjà un être humain qui doit pouvoir se rendre compte réellement du problème qu'il y a, de pouvoir poser ses hypothèses et peut-être faire intervenir l'IA pour pouvoir l'aider dans sa démarche. Mais l'IA n'est pas encore capable de faire tout ça. Je ne sais pas, je connais pas le futur. Oui, Mais pour en tout cas, de l'instant, toutes les non. avancées, une chose est sûre, c'est la recherche qui permet d'avoir les avancées de l'IA. Donc, pour cette Mais partie-là, franchement, oui, parce que l'IA est issue de la recherche, hein. Ce sont des chercheurs en développement qui ont permis de créer l'IA dans tout ce qui est technologie informatique. parlons un peu plus de toi. On va poser des questions maintenant pour te connaître un peu plus, comment tu travailles, est-ce que tu as une routine pour bien démarrer ta journée, toi, quand tu arrives au boulot? Une routine, comme toute personne, chacun a sa routine. Moi, ma routine, comme une personne lambda, démarrer une journée, c'est toujours une prière, hein, forcément, selon mes confessions religieuses. Mmh. Et après, comme j'ai dit, toutes les journées ne se Ne se ressemblent ressemblent pas. pas. Donc, il y a certaines journées qui seront beaucoup plus sobres, d'autres pas du tout. Il y a certaines journées où on se réveille, on n'est pas de bonne humeur, d'autres où on est beaucoup plus motivé, en fait. C'est difficile de pouvoir se dire, ben, à quoi va ressembler ma journée. Les gens se fixent, tu as forcément ta liste On a des choses à faire. préétablie. Mmh. Oui, mais avec les imprévus qu'on n'arrive pas à maîtriser. Donc, Ouais. Une chose est je sûre, n'ai il y a la prière du matin et puis après tu attaques la journée au fur et à oui, mesure. c'est ça. Mmh. Ça, c'est sûr. Mmh. D'accord. C'est ça. Est-ce qu'il y a un livre ou un film ou un podcast que tu aimes particulièrement? Toi? Ou pas du tout? Ou il y a les articles de recherche qui te prennent suffisamment de temps que Pas du tout, pas du tout. Je m'intéresse aussi à tout ce qui est expérience de la vie, tout ce qui, parce que de toutes les manières, mis à part la recherche, je suis un être humain et
lorsqu'on se forge, on a du courage, on a envie d'aller de l'avant. C'est pas forcément des personnes qui sont dans la recherche qui nous inspirent, pas du tout, mais ce sont des personnes qui montrent du courage, en fait, dans leur domaine d'activité, qui n'ont rien à voir forcément avec la recherche. Je vais te donner un exemple. On va trouver ça assez bizarre, mais en fait, non. Un podcast que j'aime bien, j'ai suivi ce podcast-là, c'est l'Investisseur africain. Et je n'ai pas l'habitude d'écouter ce podcast-là, mais il y a une personne qui a été invitée qui m'a touchée par son discours et je me suis retrouvée, en tant que jeune, je me suis retrouvée dans son discours. C'est pas forcément une personne, comme je vais dire, impactante du monde, qui a un haut niveau intellectuel de ouf. C'était qui? Mais là, c'est bizarre, en fait, là, on va trouver assez bizarre. C'est, comment dirais-je, je connais pas son nom à l'état civil, mais le lead de la team Peya, Sagba Luluken. Exactement. J'ai été inspirée par son podcast que j'ai suivi du début jusqu'à la fin pendant 1 heure de temps, en fait. Et j'ai été scotchée du début jusqu'à la fin quand il parle de son parcours. Je me suis complètement vue là-dedans, en fait, avec les difficultés de la vie et ne jamais renoncer, de pouvoir aussi un moment se contenter de ce qu'on a. Ça, par contre, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée. Par moment, pouvoir se contenter de ce qu'on a, apprécier déjà ce qu'on a et chercher à avoir mieux. Et ça, ne jamais abandonner, ça, je me suis complètement vue là-dedans parce que comme je l'ai dit, j'ai pas eu un parcours forcément classique et ça a été très inspirant pour moi. J'ai vraiment adoré ce podcast-là. Sincèrement, c'est bizarre, on va me donner d'autres références comme pourquoi ne pas regarder un podcast sur une chercheuse. Non, mais tu fais ça toute la journée. On s'attend Oui, pas à ce que tu fasses ça mais dehors. là, c'était vraiment un message impactant pour toute la jeunesse et ça m'a énormément touchée. J'ai vraiment apprécié, énormément. D'accord. Et ça m'a Et inspiré beaucoup. d'autres centres d'intérêt, d'autres passions? Centre d'intérêt, passion, pas spécifiquement. C'est vrai que j'aime bien la lecture, mais la lecture vraiment axée science, c'est ça le souci. Je n'ai pas, ma lecture n'est pas assez ouverte. Après, j'aime bien regarder des films. Et actuellement, ça c'est pas la scientifique qui parle, mais c'est plutôt la mode un peu chez un peu toutes les femmes. C'est que je suis devenue fan des des séries coréennes. Ça, j'adore en fait en version anglaise pour leur histoire un peu plus familiale. Et c'est un contexte où on se sent, quand on regarde ces films, on a l'impression de se sentir en famille. C'est cette ambiance famille que j'aime beaucoup Et dans beaucoup ce de type de valeurs. série-là. C'est ça, en fait, énormément. Donc voilà un peu mes centres d'intérêt pour le moment. Pour le moment, en attendant que ça change. Oui, c'est ça. On va passer à la dernière rubrique, une rubrique que j'aime bien, qui permet de te comprendre un peu plus dans ta façon de travailler, peut-être ou pas. Oui. Est-ce que tu es plutôt thé ou café? Pas du tout café, beaucoup thé. Oui, parce que je n'ai pas eu cette culture de boire du café. C'est quand je suis venue en France que je l'ai vu, mais ça ne passe pas. Je préfère thé, je suis beaucoup thé. Est-ce que tu es plutôt du matin ou du soir? Est-ce que tu es plus performante le matin ou plus performante le soir? Plus le matin. D'accord. Plus le matin parce que je me sens beaucoup plus reposée pour attaquer la journée. Le soir, l'énergie est un peu plus bas. Donc, je suis plus matin. Plutôt travail en solo ou travail en équipe? Ça dépend. Quand on fait de la recherche, travailler en solo n'est vraiment pas une bonne idée. Il faut travailler en équipe, mais il y a des moments où on travaille seul. Ça, c'est important aussi, où on a besoin de se poser des questions, placer ses hypothèses. Mais on a toujours besoin de la collaboration avec d'autres chercheurs pour avoir plus d'idées, pour se dire lorsqu'on est bloqué. Parce que souvent, on a ces idées, mais on se rend compte lorsqu'on discute avec les autres, on arrive à avoir des idées qui sont meilleures, c'est-à-dire on arrive à agencer à nos idées pour avoir quelque chose de plus intéressant. D'accord. Donc, travailler seul en tant que chercheur, non. Ok. Tu es plutôt bureau ou télétravail?
Ça dépend. Télétravail, c'est possible, oui, lorsque je suis à l'étape d'analyse de mes données, Année? où j'ai pas besoin d'être sur place. Rédaction d'articles, souvent, j'ai besoin de beaucoup plus de calme, donc travailler à la maison, c'est intéressant. Laboratoire, lorsque j'ai besoin d'être présente, faire des analyses, participer aux réunions d'équipe, discuter sur les résultats, donc les 2. Si tu dois choisir entre livre ou podcast? C'est assez difficile, mais je dirais livre, Livre. parce que la lecture, c'est quelque chose que j'adore. Déjà qui a été développé en tant que chercheur, on lit tout le temps les articles scientifiques, donc ça reste et je suis beaucoup plus scotchée quand je lis, donc livre. Si tu devais utiliser un mot pour décrire ton parcours? Le mot, je trouve qui match le plus, c'est résilience. Sincèrement, résilience parce que je viens de très, très loin. Quand je dis très, très loin, on se rend pas compte, mais vraiment loin. Vraiment très, très loin depuis mon enfance jusque là, je dirais très loin. Parce que ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu réaliser un rêve d'enfance. Je dirais un rêve que j'avais en commun avec mon père. Donc pouvoir réaliser mon rêve, mais réaliser le sien aussi, ça c'est très important. Et vraiment, je viens de loin. De loin, je sais pas si tu es d'origine de la Côte d'Ivoire. Donc, tu sais ce que notre pays a traversé Oh, comme ouais. crise, de 2002 jusqu'à 2011, où c'était vraiment difficile pour certaines zones, pour les enfants même d'aller avoir une vraie Ah ouais, scolarité. ouais, j'ai connu tout ça. Donc, ça a été très, très difficile des moments de déscolarisation, quitter la famille, quitter son pays, aller à l'étranger. Moi, j'ai fréquenté au Burkina jusqu'à ma terminale, j'ai fait 10 ans. Donc, un peu fractionné, ne pas avoir papa tout le temps. Donc, se débrouiller avec les frères et sœurs, rentrer en Côte d'Ivoire, après venir en France où c'est une autre réalité. Ça n'a vraiment pas été facile, mais toujours avec, le même mot, réussir, pouvoir atteindre mes objectifs. Et jusque-là, je crois que je suis un peu au bout du tunnel. Donc, oui, c'est ça. Est-ce que le métier de chercheur paye bien? Ça, c'est la question. Ça dépend où. Ça dépend où, ça dépend quel domaine, mais sincèrement, lorsqu'on finit la thèse, parce que de toutes les manières, on reste dans la précarité jusqu'au doctorat, hein. Parce Ouais. que quelqu'un qui se dit, bah, je vais faire un doctorat pendant la thèse, je vais toucher énormément. Ça, c'est vraiment faux. Il faut être passionné parce que lorsqu'on voit la bourse doctorale, on est vraiment découragé. Mmh. Mais, lorsqu'on finit, en fait, et on commence, on se rend compte du gap. C'est vraiment assez large. Donc, sincèrement, le métier de chercheur, on n'a pas à se plaindre, pas du tout. Ça paye assez bien. Et après, ça va dépendre des domaines. Oui. Et plus on avance, plus le salaire grimpe. Est-ce que tu as une phrase de motivation qui te tient ou que tu utilises tout le temps pour te tu vois, pour garder le top, un mantra de vie? Oui, oui, oui. Ma phrase depuis toujours et depuis que je suis petite, je me dis toujours ceci: mes rêves sont vraiment, grands, mais si je ne suis pas effrayée par la grandeur de mes rêves, c'est que je ne rêve pas assez. Chaque fois, je me disais ça parce que, depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu atteindre le haut niveau. C'est ce que je me disais, mais je me suis dit: «Bah, comment je vais atteindre ce haut niveau-là? Est-ce que je ne vise pas trop haut?» Et chaque fois, je me disais: «Si ça ne m'effrayait pas assez, c'est que c'était pas assez grand». Donc chaque fois je continue à me le dire parce que là, je cherche toujours à atteindre certains niveaux qui m'intéressent, qui sont encore plus élevés et je me dis toujours cette phrase-là et ça, c'est ma phrase, de motivation. Aussi. C'est une très belle phrase de fin. Est-ce que tu as un dernier mot pour nous, pour nos auditrices, pour nos auditeurs? Le dernier mot, c'est que c'est vraiment ne jamais abandonner ses rêves, jamais. Pour moi, c'est ça en fait. Souvent, on a des rêves, on se demande est-ce qu'on va atteindre à cause des difficultés. Il y a eu des moments où je me suis posé cette question-là, est-ce que je vais vraiment atteindre mes rêves? Parce qu'il y a eu des obstacles qui me disaient le contraire. Mais je n'ai pas abandonné, c'est toujours croire en ses rêves et surtout en cas spécifique. Je veux m'adresser à ces jeunes filles-là où, on est dans un monde où on vraiment des maternités assez précoces pendant qu'on est au lycée, à l'université, qui sont souvent un frein pour les études
bah, c'est je dis à ces jeunes filles-là de ne vraiment pas abandonner leurs rêves, pas du tout, parce qu'elles sont devenues mamans. Au contraire, moi, je trouve que c'est une force, hein. C'est une force parce que ça permet de changer son mindset. Ça permet de se dire, maintenant, j'ai une personne importante dans ma vie. Il faut que je sois une référence pour cette personne-là. Et c'est vraiment ne pas abandonner ses rêves pour une maternité parce qu'on est devenu maman, on abandonne tout. Pas du tout. Et moi, je m'adresse spécifiquement à ces filles-là parce que j'ai vécu cette aventure-là. Et aujourd'hui, je dis être maman et atteindre le doctorat, c'est quelque chose de vraiment dont je suis fière parce que je suis une référence pour mes enfants. On n'abandonne pas même quand c'est difficile. Et ça, c'est très, très important de ne pas abandonner. C'est c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce mot de fin. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité aussi. Malheureusement, on n'a pas l'occasion de tout le temps parler de ce qu'on fait, surtout pour la cible qui nous intéresse. C'est ça. Moi, je parle par exemple des jeunes filles africaines. Malheureusement, j'ai pas l'occasion de m'adresser à ces filles-là. Quand je m'adresse aux femmes, c'est surtout en Europe, ici en France, spécialement, mais pas l'Afrique, malheureusement. Pourtant, cette cible m'intéresse énormément pour pouvoir parler de mon parcours. Oui. Bah, toutefois que tu voudras, on est là, on t'attend les bras ouverts. Et ça ferait vraiment plaisir de pouvoir discuter sur ce qu'on fait, que ça intéresse certaines personnes aussi. Vraiment, merci pour cette invitation.